Bienvenue à votre rendez-vous d'analyse de l'actualité. L'émission s'appelle Ce qu'il fallait démontrer. On est encore au rendez-vous avec mon fidèle compagnon Anissé Carlos Soké. Bonjour. Bonjour Tanguy. Au menu de nos échanges pour cette fois-ci, on aura évoqué 3 sujets si le temps nous le permettait. On va commencer déjà par parler de la présidentielle prochaine, notamment celle qui va se tenir le 12 avril prochain. Les deux duos appelés à s'affronter dans les urnes commencent à mettre leur équipe en place. Le duo Wada Intalata a dévoilé son équipe de campagne. On dira 2 mots au sujet de la physionomie du parcours de ceux qui la composent. On dira 2 mots aussi à propos de la conférence des forces vives de la nation, cette rencontre politique nationale de discussion qui a eu lieu il y a 36 ans à peu près. On va s'interroger surtout sur le devenu de la République du Bénin à travers les 3 décennies. Je l'avais dit au début, on va parler donc de la fortune des langues nationales, qu'est-ce qu'elles deviennent maintenant à l'heure de la mondialisation et surtout l'influence, je dois dire, culturelle de par le monde. On dira 2 mots à ce sujet. C'est Carlos Soké, on ne s'y attendait vraiment pas. On était là quand, à brûle pour point, on a vu des membres qui composent l'équipe de campagne c'est là, national, président du groupe parlementaire Bloc républicain, le parti auquel il appartient d'ailleurs et au sein duquel il milite depuis sa... Le profil, c'était l'idéal. Quand on voit un peu la liste, on avait quand même dans le comité qui doit conduire cette équipe-là, c'était Akena Tondé, par exemple, l'Union progressiste Le Renouveau, c'était Baklimi Kassa, du même parti que celui qui a été nommé directeur de campagne actuellement. Ce n'était pas le profil le meilleur. À ceux qui l'ont désigné ont certainement considéré que c'était le profil le meilleur. Mais qu'est-ce qui aurait pu militer en sa faveur alors? D'abord, c'est une figure éminente du bloc républicain. Nous savons tous que le bloc républicain était un peu délaissé par rapport à la distribution des rôles ces derniers temps et qu'il fallait équilibrer. Par conséquent, quand nous retrouvons Abdoulaye Tchané dans le comité stratégique, il fallait que la deuxième personnalité pratiquement du parti, qui est le président du groupe parlementaire, puisse se retrouver quelque part aussi dans un rôle important. Cette optique que le député Seibou a été mis comme directeur de campagne, il n'a pas les mêmes pouvoirs que par le passé, parce qu'il y a un comité stratégique qui chapeaute tout et qui va certainement... par conséquent, je considère que... par ailleurs, il est bien possible qu'il ait reçu un peu comme une prime à la loyauté, à la fidélité, parce que on n'a pas oublié qu'il a porté un projet, une proposition quand même de révision de la Constitution qui était... Par 2 fois, je crois. Oui, oui. Une fois qu'il a échoué. Donc, c'est un vrai soldat de la rupture qui a été... qui est allé au front par 2 fois, et qui méritait, à mon sens, qu'on reconnaisse ses mérites. C'est quoi? Une campagne a fait appel à des récompenses. C'est une campagne, on va en guerre, on ne devrait pas parler de Mais quand on va en guerre, on s'entoure des personnes les plus fidèles. Les personnes sur lesquelles on peut absolument compter, quels que soient les cas de figure. Et je pense qu'Hassane Seibou a fait la preuve qu'on peut... Oui.
Mais une campagne, c'est d'abord des stratégies, c'est d'abord connaître le terrain, etc. Hassan Seyibou a été tout le temps député dans sa région. Cette connaissance du terrain au plan national, il peut nous amener loin. Ah, mais par le passé, il avait déjà occupé ce genre de fonction. Donc, oui, il sait de quoi il s'agit. Et donc, il n'est pas un novice, il connaît. Et il y a un comité stratégique qui, à mon sens, est le de la campagne. Et peut-être celui qui implémente les décisions qui sont prises à un certain niveau. Dans ce rôle-là, je ne le vois pas dépaysé du tout. Je pense qu'il est à sa place. D'avoir été un peu plus vu que c'était à Kenatonde, qui quand même a cette envergure aussi. On n'oublie pas. Quand même un homme plusieurs fois ministre, plusieurs fois député, lui aussi président d'un groupe parlementaire, d'ailleurs le plus grand groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Je me dis que ce n'était pas aussi non plus un profil à négliger. Mais non, c'était un bon profil, mais je pense que ici, ce qui a probablement pesé, c'est le fait que à l'UPR. L'UPR qui a déjà eu le Parlement, qui a le perchoir, il fallait quand même aussi que le BR se sente considéré cette élection et c'est tout à fait logique que le directeur de campagne vienne du BR. Est-ce qu'on peut lier ça aussi à une certaine fidélité à Ablaye Biotchane? Hassan Seyibou, c'est quand même l'un des vieux lieutenants autour de Ablaye Biotchane qui soit encore à ses côtés jusque-là. Raté de 2011. En termes de figure, il est pratiquement même s'il y a aussi une imminente tout à fait, Barthélémy Kassa. Gomina, il ne faut pas oublier. Et puis, je considère que si le président Ablaye Biotchane s'est retrouvé dans le trio du comité stratégique, il était logique que soit quelqu'un au BR. Encore que, à mon sens, on peut faire le débat, mais les partis savent mieux que nous faire leur choix stratégique. On a 15 personnes pour composer l'équipe, notamment au niveau de la coordination nationale. C'est une équipe légère. Ah oui? Ah oui, par le passé, on avait connu des équipes de campagne bien plus lourdes. Je pense que c'est une équipe légère, mais à l'intérieur de cette équipe légère, on s'est arrangé pour que les personnes les plus représentatives se retrouvent à la manœuvre. On retrouve aussi et surtout que c'est un peu l'importance qu'on accorde à l'élection présidentielle à venir, qui sera non seulement une occasion pour bien élire le président successeur de Patrice Talon, mais ce sera surtout une occasion pour apprécier à sa juste valeur comment dire, les deux mandats de Patrice Talon. Donc, c'est d'abord comment on doit dire, le jugement de ce passage de Patrice Talon à la tête du pays. On peut juger si on continue. Par conséquent, il y a deux grands enjeux et je pense que la mouvance présidentielle a pris toute la mesure de ces enjeux. C'est des physionomies qu'on connaît très bien sur la scène politique nationale. Lucas Trampo, Chantal Ayi, l'honorable Domao, on a Sedami Medega Fagla, ancienne députée, l'actuel député, on est dans la Datim, bien d'autres, dont on a cité déjà les noms par ici. Sauf que, quand on voit sur les 15, l'UPR revient encore, mettons majoritairement. Ah, c'est normal. C'est tout à fait normal, surtout oui. qu'on a concédé la direction de campagne au BR, il était. Je pense qu'entre hommes politiques, on a pu trouver les formules pour que chacun soit à sa place et que tout est bien dosé à mon sens. Tout est bien dosé à mon sens pour que cette équipe soit homogène. Une belle polygamie où les épouses s'entendent très bien pour se épouse qui n'est pas présente, dont on n'a pas eu les traces par ici. Moi, le Bénin, qui quand même est un parti qui soutient les actions de Patrice
Talon et qui se projette aussi aux côtés de Romuald Wadaye en tant que... Non, mais je pense qu'on ne pouvait pas caser tout le monde et qu'on pouvait, en tout cas pour l'instant, se limiter. On pouvait quand même leur demander un membre. Juste On pouvait même faire plus. Oui. À mon sens, valider le bilan de Patrice Talon. C'est aussi une équipe de campagne pour faire adouber Romuald Wadaye et Talata. Par conséquent, on pouvait faire une ouverture. On pouvait même, comme au cours des dernières élections législatives, retrouver à l'intérieur de cette direction de campagne un ou deux membres qui accepteraient volontiers de venir pour qu'on ait l'impression, en tout cas, que Romuald Wadaye ne se limite pas simplement à être le leader de la mouvance présidentielle, mais le leader d'hommes politiques. Par conséquent, on aurait pu, oui, effectivement, même à des personnalités indépendantes et peut-être, comme vous le disiez, à des partis politiques qui l'action de la mouvance présidentielle. Bon, donc oui, on a manqué peut-être une occasion de faire ces choses-là. On nous au niveau des démembrements, parce qu'il y aura des démembrements. On verra si on a le moyen de caser tout le monde. Et puis la configuration justement de cette équipe de campagne, on a une équipe appelée comité stratégique. Oui. Composée notamment de qui vous savez, hein, Joseph Djogbenou de l'Union progressiste Le Renouveau, actuel président de l'Assemblée nationale, Ablaye Tchane, président ministre d'État au sein du gouvernement de Patrice Talon, et enfin l'homme qu'on ne présente plus, Patrice Talon lui-même. Je pense que c'est la nouveauté que nous ayons au sein d'une équipe qui se prépare à faire élire un successeur. Mais par contre, la présence de Patrice Talon montre bien que on a pris la mesure de ce qui va se passer, à savoir qu'il faut faire d'abord accepter aux Béninois le fait que Patrice Talon s'en va et qu'il va y avoir une continuité. Ça dépend de l'appréciation qu'on fait du bilan de Patrice Talon et il n'y a que lui-même, en réalité, qui soit véritablement en mesure de défendre son bilan. Et je pense qu'il va se mouiller le maillot pour que les Béninois comprennent tout ce qu'il a fait et valide le choix de son successeur avec un taux de participation conséquent. Donc, il y a un véritable enjeu et je pense que c'est par rapport à décider de mettre les pieds à l'étrier. D'une de ses sorties, qu'il serait très actif, je cite ces mots, dans la désignation de son successeur. Je crois qu'il n'y est pas allé de même ordre. Non, il est soldat au front, il est même général de la troupe. Et par conséquent, je pense qu'il va déployer tous les moyens pour essayer de rallier tous les Béninois à la cause de son successeur. Et ça ne ratera pas parce que, à mon sens, il a déjà une certaine expérience de ces choses-là. En 2016, il n'était pas au pouvoir. Il a pu être entrepreneur, il nous a tous surpris pratiquement. Il n'était il n'y avait aucun parti politique véritablement engagé avec lui. Et pourtant, il avait trouvé le moyen. Bon, par conséquent, maintenant qu'il est au pouvoir, je considère qu'il a encore pour faire entendre raison à tous les électeurs et gommer un peu cette tendance qu'on a notée au cours des dernières élections d'une on va dire, d'une abstention un peu trop massive et qui ne serait pas de très bon ton dans une élection présidentielle. Il peut le faire parce que je considère qu'il part avec les dernières élections, comme je vous le disais, ont montré que les Béninois, pour une large part en tout cas, avaient décidé de rester chez eux et de ne pas aller voter. Donc, le taux d'abstention était assez élevé. Mais si on considère que c'était une élection de proximité, avec des personnes plus ou moins appréciées par les électeurs, il n'en est pas de même d'une élection présidentielle où il s'agit vraiment
d'une personnalité et de son colistier. Et ça peut complètement changer la donne parce que moi, la lecture que je fais des dernières élections, c'est que si les électeurs n'étaient pas sortis massivement, ce n'était pas forcément parce que la politique gouvernementale leur déplaisait ou qu'il y avait une désaffection par rapport à la chose politique. Je pense que les électeurs avaient récemment là de montrer à quel point ils désapprouvaient, je vais dire, la politique gouvernementale. Ils avaient une occasion de sanctionner véritablement Patrice Talon, d'autant qu'un parti de l'opposition était en lice pour les élections législatives. C'était une opportunité pour que les électeurs soient massifs. Ils sont contre la politique gouvernementale. Mais ils ne l'ont pas fait. Et ça veut dire que soit l'opposition ne les rassurait pas du tout, mais en tout cas, ils n'ont pas voulu montrer, si c'était le cas, qu'ils désapprouvaient l'action gouvernementale. Donc, cette réserve me paraît que Patrice Talon puisse aujourd'hui travailler à rallier le maximum de personnes à la cause de Romuald Wadagne. Est-ce que ce n'est pas, du point de vue stratégique, un peu risqué? On sait que généralement, les présidents sortants ont parfois la cote très basse. Et même au Bénin aussi, en 2016, on se rappelle que la sortie de Boni Yahi, ses sorties répétées, n'ont pas fait beaucoup de bien, en tout cas à son candidat désigné. Et quand on sait que sur ces 10 dernières années, Patrice Talon a demandé beaucoup de sacrifices aux Béninois, contribué pratiquement de manière forcée à la construction du Bénin. Comment voyez-vous des Béninois adhérer à un choix accompagné par quelqu'un qui les a en griffe, mis beaucoup de pression pendant ces 10 dernières années? Je vous le disais tantôt, les électeurs n'étaient pas sortis, mais c'est pour moi une manière de dire nous ne sommes pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Béninois, quelque part, comprennent très probablement le sens des sacrifices qu'on a dû faire, parce que ces sacrifices ne sont pas... Il y a un certain nombre de bilans, il y a un certain nombre d'acquis, il y a un certain nombre de choses visibles qui donnent nettement le sentiment qu'on n'a pas sacrifié pour rien. Et Patrice Talon, pendant longtemps, a travaillé dans l'ombre et a donné parfois l'impression que... Et puis, subitement, nous avons commencé par voir des choses se réaliser et ça ne partait pas. Et je pense que si aujourd'hui Patrice Talon sort, ce ne sera pas pour se faire lyncher, mais au contraire, ça sera pour récolter les lauriers qu'il n'avait pas encore récoltés depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Il a travaillé, il avait la tête dans le guidon, il avait vraiment travaillé d'arrache-pied. Aujourd'hui, s'il sort, je pense que ça va être un peu comme... de tout ce qu'il a fait, et je pense que l'objectif c'est justement de faire profiter de cette ferveur populaire et cette approbation nationale à celui qui va lui succéder, parce qu'un programme que vous approuvez, que vous applaudissez à tout rond, prêt à continuer. Par conséquent, le successeur est tout élu. Le comité stratégique, c'est eux qui vont peaufiner les de campagne, c'est ça? Enfin, ils vont chapeauter. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que eux qui vont réfléchir, mais ils vont faire les arbitrages, ils vont peaufiner, parce que le programme dont il s'agit est le programme de Patrice Talon. Et la continuité dont il s'agit est la continuité de son programme. Donc, il n'y a personne. Je pense qu'il a aujourd'hui, dans la suite de son élection en 2016 et de la conduite des affaires de l'État en 2016, là, de l'appareil politique, et il sait qui est qui et qui fait quoi. Il sait où il faut faire quoi et il sait à quel moment il faut faire quoi. Par conséquent, je pense que sa présence dans ce comité stratégique est déterminante parce qu'il détient la clé de beaucoup de portes. On a vu, en tout cas, quand on analyse un peu cette équipe,
que ce soit au niveau de la coordination nationale qu'au niveau des coordinations décentralisées, limitées aux circonscriptions électorales. On a une forte domination, je dois dire, des députés ou anciens députés dans ce groupe-là. C'est quoi? Il n'y a que les députés pour mieux faire? Non, mais comme je vous l'ai dit, il fallait faire un arbitrage. Il fallait sélectionner ceux qui pouvaient donner le maximum. On aurait pu s'appuyer aussi sur les maires aussi, qui sont surtout très proches. C'est une option. C'est une option à ceux-là et de considérer qu'il y aura des démembrements, comme je vous l'ai dit, et que c'est vraiment au niveau de ces démembrements qu'il y aura de l'action. La direction est dans un rôle de coordination et de contrôle, mais c'est au niveau des démembrements que véritablement on agit. Je crois que c'est à ce niveau-là qu'on verra plus les maires et autres élus. Le premier défi de cette équipe, ce sera quoi? Comme je vous l'ai dit, ce sera d'abord de faire valider par tous le bilan de Patrice Talon. Et ça sera la première partie. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce qu'il ne faut pas vendre d'abord Wadani? Non, mais si nous vendons d'abord Wadani, qu'est-ce que nous continuons? Parce que Wadani, c'est la continuité. Suppose que quelque chose a été fait avant. Si ce qui a été fait avant n'est pas approuvé, il n'y a aucune raison de décider de continuer quoi que ce soit. Béninois, ce qui a été fait et ce qu'on aura dans la continuité si on ne s'arrête pas en si bon chemin. L'un dans l'autre, il faut absolument que les deux volets de cette campagne s'imbriquent l'un dans l'autre. Et il va falloir que, à cette occasion, on trace véritablement le bilan. Je crois que c'est ce que Boni Yayi n'avait pas pu faire parce qu'il était difficile de faire un bilan aussi. En 2016, Boni Yayi avait un bilan assez mitigé du point de vue de l'organisation de l'État et de la conduite des affaires de l'État. Il y avait beaucoup de choses qui allaient un peu à volo parce qu'on se rappelle le portrait que les Béninois eux-mêmes dressaient de la gouvernance dans le pays. Il n'y avait pas de bilan élogieux à faire valoir. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Patrice Talon n'est jamais sorti à ce jour pour vendre son bilan. Et c'est l'occasion où il va le faire pour montrer aux Béninois, moi, vous m'avez élu, je vous avais dit, confiez-moi le pays et vous verrez bien ce que j'en ferai. Voilà ce que j'en ai fait. Qu'est-ce que vous en dites? Ben, si vous êtes d'accord, alors on continue ensemble. On a bien l'impression, quand on voit un peu comment ça bouge du côté de la mouvance, qu'ils sont les seuls à aller aux élections. Le duo concurrent, c'est tellement silencieux. Oui, et on ne sait pas trop pourquoi, mais peut-être qu'ils travaillent aussi dans l'ombre. Ils travaillent certainement dans l'ombre, à nous faire sortir aussi une équipe de campagne et tout ce qui va avec. Nous avons suivi ces derniers jours 2 ou 3 ralliements, même si ce n'est pas spectaculaire, il y a quand même des personnes qui pensent à aller renforcer l'équipe de duo Rouano. Donc, je pense qu'ils vont nous sortir aussi leur équipe bientôt, et puis on l'appréciera par rapport au fait que bon, cette équipe sera peut-être concurrentielle ou pas. Pour l'instant, j'observe que la mouvance présidentielle ne laisse pas du tout à la concurrence la possibilité de pouvoir faire quoi que ce soit qui puisse égaler l'organisation au niveau de la mouvance présidentielle. Pour le duo Rouano, mettre déjà un peu trop de temps à s'affirmer parce qu'en face, quand même, il y a une grosse machine. Et ce qui nous manque justement dans cette affaire, c'est le projet. On en aura peut-être. Parce que bon, pour les législatives, la HAC nous avait déjà donné un avant-goût en obligeant les partis politiques à venir à se débattre, à venir débattre du moins sur des sujets. Et j'espère bien que pour cette présidentielle, la HAC fera aussi en sorte que nous ayons sur les antennes des sujets importants, des sujets d'actualité et des sujets de développement, des projets de société, en tout cas sur lesquels nous puissions tous ensemble faire des observations. Allez, on va passer à un autre sujet, le second qu'on avait prévu. Depuis le 19 février dernier, le Bénin se rappelle
de cette rencontre historique nationale et politique tenue au PLM à Alédjo à Cotonou, qui a rassemblé les forces vives du pays autour justement de l'avenir du Bénin. Cela fait 36 ans. Arrivé, la presse qui a joué un rôle pour que l'histoire reste dans les archives. Un mot sur ce qu'a pu faire justement cette presse-là, même si, ma foi, elle n'avait pas été plurielle et aussi équipée qu'aujourd'hui. Non, c'était une presse d'État. Et sur ce vent de renouveau et qui s'était donné une certaine liberté et qui avait permis à nous du territoire national de suivre en direct ce qui se passait au PLM Alédjo. Et pas seulement que ça, il y avait aussi beaucoup d'interviews avec des personnalités. Et je pense que la télévision a son nouveau de la était à la hauteur de l'événement. 36 ans après, vous pensez qu'on est vraiment de 10 héritiers? Est-ce que nous sommes de 10 héritiers? Je ne sais pas trop si je pourrais le dire, mais c'est difficile de l'affirmer. C'est difficile de l'affirmer parce que nous n'avons pas, pendant ces 36 ans, profité des opportunités que nous avions de structurer la formation et on va dire, de bonifier les acteurs et l'écosystème des médias. Nous avons, à un moment, en 2002, pensé que bien, mais il faut commencer maintenant à réfléchir à comment on fait pour que le métier de journaliste soit un métier qui soit véritablement à la hauteur des attentes. Il y a eu les États généraux de 2002 à cet effet qui ont décidé notamment de la création de l'UPMB et du patronat. Et puis, on a parlé dans la foulée d'un certain nombre de projets par rapport à la fiscalité des médias, par rapport au fonds d'accompagnement qu'il fallait créer. L'aide de l'État est venue entre-temps et si ces projets structurants avaient été réalisés avec un esprit de suite, nous aurions nécessairement trouvé le moyen. À un moment, les acteurs eux-mêmes n'étaient pas tout à fait... Et puis, la HAC n'était pas en accord non plus avec les associations professionnelles. Tout cela a fait qu'on a dû aller encore à des États généraux en 2014 parce que rien du tout n'avait avancé entre 2002 et 2014. Et en 2014, on a pris de nouvelles résolutions qui, à ce jour, sont restées pratiquement lettres mortes. Bon, mais nous attendons. Pourquoi autant d'atermoiements? Pourquoi quand c'est la presse, les acteurs eux-mêmes ne sont pas si dynamiques, si inspirés? Comme ils sont si inspirés sur des sujets politiques, sur des sujets d'éducation, sur des sujets de démocratie, ils sont si actifs ou proactifs, on a l'impression qu'on est timoré dans la presse quand il s'agit de nous-mêmes. Oui, parce que nous avons été tout à fait individualistes. Nous avons été des individus. Ce qu'il fallait pour que lui, à titre personnel, puisse se valoriser et tirer le maximum qu'il pouvait tirer. Et vous verrez que, bon, la presse était sous Mathieu Kérékou qui avait évidemment permis à la conférence nationale que la presse soit ce qu'elle a été. Il a fait des ouvertures qui ont fait que nous étions vraiment des gens très cotés au Bénin par rapport aux médias. Mais il se trouve, je l'avais dit tantôt sur ce plateau, que en fait c'est Mathieu Kérékou qui avait le mérite de nous
de dire ce qu'on voulait. Parce qu'à l'époque, et encore jusqu'à récemment, le fonds de commerce principal que nous avions, c'était de susciter les querelles politiques, de les alimenter et d'en tirer le maximum de profit, notamment matériel. Par conséquent, quand je dis matériel, c'est, on va dire, plutôt financier. Par conséquent, nous n'avons pas construit on va dire une presse structurée et axée sur le développement qui aujourd'hui serait naturellement et libre. Nous avons continué à titre individuel à faire des petites affaires avec les hommes politiques et lorsque nous devons même faire de grands dossiers d'investigation, c'est simplement parce qu'un homme politique avait décidé de régler son compte à un autre et qu'il vous apportait un dossier pour frapper. Bon, donc nous étions des canaux par lesquels les hommes politiques se réglaient leurs comptes et ça donnait le sentiment que nous étions véritablement des gens... Oui, mais à cet avis, vous réduisez à rien du tout la contribution de la presse au maintien de la démocratie, à son enracinement sur ces 3 dernières décennies. Non, mais nous avons fait ce que nous avons pu compte tenu justement de la classe politique que nous avions. Et nous avons fait ce que nous avons pu. Donc aujourd'hui, il y a que changer. D'une part parce que au niveau de la... Il y a des remises en cause. Et on est en train on va dire, de revoir un peu même la fondation et le fondement même des règles de démocratie. Et par la même occasion, il y a le numérique qui s'est invité dans la danse. Donc, parce qu'il n'y a plus aujourd'hui lieu de susciter des querelles politiques et de les animer. Parce qu'il y a un certain nombre de contingences qui font que la responsabilité a été mis au centre du débat. Si vous engagez aujourd'hui, si vous suscitez la querelle politique ou si vous faites de l'invective gratuitement, vous en répondez. Et ça, nous n'étions pas préparés à ça. C'est ça qui nous a rendu, on va dire, complètement aphones. C'est ça qui nous a rendu muets. Parce que nous n'avons pas habitude de travailler sur des sujets et qui promeuvent le développement du pays. Si on nous interdit de parler des hommes, nous n'avons plus rien à dire. C'est pour ça que vous verrez que la plupart des médias sont un peu comme sous boisseau et les citoyens sont déçus parce que nous à consommer justement le fruit de ces querelles politiciennes et de ces investigations qui étaient tout à fait conditionnées. Et aujourd'hui, ils disent, bon, les médias, on ne sent plus rien, il n'y a plus de journalistes, il n'y a plus de journalistes courageux. Les journalistes courageux d'hier, c'était des canaux par lesquels les gens passaient pour faire passer des dossiers sensibles les uns sur les autres. Aujourd'hui, il n'y a plus ces dossiers-là. Même les hommes politiques ne se donnent même plus ce courage de s'affronter avec des dossiers en béton qu'on donnait aux journalistes. Aujourd'hui, on se contente de faire la politique un peu en rasant les murs parce que les hommes politiques aussi commencent à raser les murs. Oui, parce que leur principal objectif aussi, c'était d'avoir de l'argent et ils faisaient tout ce qu'il fallait pour avoir cet argent et parfois, ils étaient obligés de dépenser beaucoup d'argent pour avoir une situation qui leur permette d'avoir plus d'argent encore. Aujourd'hui, l'argent n'est plus au centre du débat et du coup, les hommes politiques commencent aussi à se tourner les pouces et à se demander ce qu'ils font dans l'arène politique. Donc, sur la presse, il faut savoir que de toute façon, ce que nous avions hier et qui était essentiellement le brassage de cette querelle, de ces querelles du moins, et de ces histoires qui se passaient entre les hommes politiques, on n'aura plus ça avant longtemps. Je crois même qu'on n'aura plus jamais ça. Parce que la page a progressivement été tournée. Et aujourd'hui, c'est nous qui avons à faire en sorte d'être à la hauteur des nouveaux défis, en faisant en sorte d'être un pouvoir public, mais pas à attendre, comme nous le faisons, que le pouvoir exécutif se lève un matin pour dire, bon, messieurs les journalistes, venez, je vous donne ce qu'il faut pour que vous soyez un pouvoir. Ça n'arrivera jamais. Parce que l'exécutif n'a aucun intérêt à avoir en face un pouvoir qu'il indispose. Et nous avons tort, à mon sens, de nous croiser les bras et de dire, bon, c'est la faute au gouvernement, c'est la faute à... Non, c'est la faute à personne, c'est la faute aux professionnels des médias qui peuvent en hardi.
Et les décisions hardies, c'est quoi? On va y revenir. Je voudrais bien qu'on analyse cet aspect. J'ai l'impression que la faute vient de forces extérieures. Quand je vous écoute, est-ce qu'on n'était pas vraiment mal parti en 1990 quand on accédait à la liberté? Parce qu'on sortait justement de la révolution et puis la presse était étatique. On n'avait pas appris à être libre dans la responsabilité de la démocratie. Deuxième élément, il n'y avait pas pour lancer la presse démocratique 90, école, etc. Je vous disais, parce que oui, la presse privée était composée de personnes qui venaient de bon, horizons, qui n'avaient aucune formation en la matière. Mais c'est que chemin faisait constituer des associations et je vais dire quand même, oui, c'était professionnalisation parce qu'on a commencé progressivement la formation et puis il y a eu l'aide de l'État à la presse. Je pense qu'il n'y a pas eu à la fin, après un certain nombre d'années, des personnes qui se soient passionnées pour la presse au point de faire des sacrifices qui nécessitaient que l'on se passe de l'argent frais à mettre dans la poche tout de suite, mais qu'on travaille à faire en sorte que nous ayons de grands professionnels et que nous ayons un ordre, par exemple, à faire en sorte que personne n'entre dans le métier un peu comme si c'est dans un marché, parce que c'est ce que nous avons aujourd'hui encore, 36 ans après. On entre dans la presse comme si c'était un marché, on en sort quand on veut, il n'y a pas de professionnalisation, il n'y a pas de retraite, il n'y a pas de carrière, il n'y a rien. Alors que c'était possible à partir du moment où on a commencé par avoir l'aide de l'État à la presse privée. Sur 10 ans, on aurait de façon à ce que ça serve quand même à construire, on va dire, pas fait. Parce qu'il y avait des individualités que, bon, c'était difficile d'avoir un bilan collectif. Chacun essayant de tirer le drap du moins de son côté. Et il y a eu des associations qui se sont créées juste parce qu'il y avait une manne financière à capter. Il y a des organes qui se sont créés par dizaines parce qu'il y avait une manne à capter. Et puis on était obligé de prendre tout le monde en compte pour donner des miettes. Et bon, finalement, on a dispersé tout cet argent sans l'avoir vraiment dépensé de façon organisée et structurée. Si aujourd'hui le financement est encore possible, je pense qu'il faudra faire en sorte que ça ne soit plus de l'argent qu'on distribue. Et je pense que le président de la HAC, quand il le disait récemment, avait véritablement mis l'accent sur le fait qu'aujourd'hui, même si l'État sort de l'argent, ce sera pour la formation et ce sera aussi peut-être pour nous permettre d'avoir de bonnes structures et une organisation un peu normale. Mais il appartiendra toujours, il reviendra toujours aux professionnels. Est-ce qu'il faut être aussi sévère avec la presse quand on voit les sources de ces cas? Il y avait quand même de gros contributeurs qui déterminaient les enjeux à la fois économiques et politiques du pays, ce qu'on n'a pas chez nous. On ne peut pas dire que c'est les hommes des médias et les médias eux-mêmes qui ont travesti l'esprit du jeu. On ne peut pas le dire, comme vous dites, mais on ne peut pas les exonérer non plus de ce que nous avons aujourd'hui comme résultat. Parce que cette propension qu'on avait à aller créer un organe dès qu'on avait la possibilité, prêt à donner 5 millions, et ça faisait que les organes étaient dégarnis en permanence. Les effectifs, il fallait recommencer à chaque fois. Donc, nous avons décidé d'avoir une convention collective. Et à ce moment, peut-être constituer un élément fédérateur parce que, bon, on saurait qui est journaliste et qui travaille dans quel organe. Et ça aurait stabilisé un peu les journalistes dans les organes de presse. Mais ça non plus, ça n'a pas prospéré. Je ne sais pas trop pour quelle raison, mais on voit aujourd'hui que c'est toujours de chacun pour soi. À partir du moment où c'est de chacun pour soi, on ne peut pas construire une profession. Il faut qu'à un moment, tout le monde s'accorde sur le fait que
il y ait des décisions à prendre et que tout le monde soit obligé de se conformer à cette décision. Par exemple, qu'on arrête de créer des organes tous les matins. Par exemple, qu'on essaye de fusionner des organes. Les personnes âgées qui sont dans la profession ne soient pas obligées de se considérer comme des personnes ayant parce qu'on a atteint l'âge de 50 ans. J'apprends que quelque part, on est en train de sortir des gens du métier parce qu'ils ont atteint un certain âge. Mais là-bas, c'est d'abord administratif. C'est administratif et c'est surtout logique parce que le personnel ne s'est pas adapté aujourd'hui. Oui? Donc la formation même du journaliste a déjà changé aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des journalistes, reporters d'images. Donc, quel employeur n'a pas envie de prendre des jeunes pousses qui... C'est un peu exagéré. Non, ce n'est pas exagéré. Mais c'est ça. On ne crée pas une entreprise juste pour entretenir des gens. Il faut que les gens soient utiles. Nous ayons à cœur de nous adapter aux nouvelles technologies de l'information et de la communication et surtout à l'intelligence artificielle qui sont aujourd'hui des données incontournables. Si vous n'êtes pas en mesure des défis que nous lancent ces technologies nouvelles, et donc on vous remplace. On ne dégarnit pas une maison comme ça pour le plaisir de la dégarnir. C'est pour renflouer avec du personnel jeune, dynamique et formé aux nouvelles technologies. C'est ça que nous avons à faire aussi au niveau de tous les médias privés du Bénin. Qui est-ce qui s'en préoccupe aujourd'hui? Personne. Pour l'instant, nous sommes en... Prendre la mesure des choses. Oui, mais c'est ça un peu ce que nous avons de mal. C'est-à-dire que nous attendons que ce soit l'État qui nous donne l'argent pour tout faire. Et ça ne fonctionnera jamais d'avoir des journalistes. L'État n'est pas pressé d'avoir des journalistes intègres en face. L'État n'est pas pressé d'avoir une corporation puissante en face. Donc l'État fera toujours semblant de nous aider, mais fera toujours en sorte qu'il y ait de l'eau dans le gaz, si vous voulez. Donc c'est à nous de commencer par prendre la mesure des choses et de nous dire, bon, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Qu'est-ce que nous faisons pour que dans 10 ans au moins, si nous ne sommes plus en mesure d'être des journalistes à la hauteur des attentes, que ceux qui viennent après nous soient venus dans un écosystème incitatif et une formation assez importante pour véritablement représenter des médias. Bon, si nous ne faisons pas ça, et que nous sommes toujours en train de nous lamenter, comme nous le faisons là, à attendre que l'État nous organise, à attendre que l'État nous finance, nous allons attendre longtemps, parce que ce n'est pas la hâte qui le fera non plus. Est-ce qu'il faut désespérer de la presse quand on voit son état aujourd'hui, son parcours, et surtout quand on voit avec surtout ce harcèlement éprouvant de la part de l'Internet et du numérique aujourd'hui? Il ne faut pas désespérer. Il faut juste espérer qu'il y ait un sursaut. Il faut juste espérer qu'il y ait un sursaut. Il faut espérer, à mon sens, que les anciens n'abandonnent pas. Parce qu'ailleurs, un journaliste qui a 60, 70 ans, parce qu'il y en a beaucoup ailleurs, c'est comme du vin. Plus il est vieux, et plus il est bon. Parce que les analyses que peut faire un journaliste qui a 25 ans, 30 ans de carrière ne sont pas les mêmes que qui a... C'est pas utile pour nous tous. Il faut que les anciens n'abandonnent pas. Mais quelle est la tendance aujourd'hui? La tendance, c'est que, bon, quand on voit une personnalité d'un certain âge dans les médias, on considère qu'il est peut-être en train d'être en retard. Un journaliste ne peut pas prendre la retraite. Ah oui? Un journaliste
notre confrère sénégalais qui a fini son JT de 7 heures et qui s'est endormi éternellement. Oui, bon, ça c'était un accident de parcours. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas acquis toute cette expérience pour le mettre au boisseau, sous boisseau, alors qu'on a encore la possibilité de donner. Ailleurs, il y a des journalistes qui ont des cheveux blancs. Et qui ont peut-être il y a des septuagénaires qui sont encore très actifs dans les médias. Ça ne veut pas dire que les jeunes qui viennent n'ont pas leur place. Les seniors resteront toujours des seniors. Et l'expérience acquise en journalisme ne peut pas être passée par prêter profit du jour au lendemain quand on dit je vais à la retraite et qu'on emporte tout ça. C'est pas normal. C'est nous qui sommes la mémoire vivante. Et même quand les hommes politiques parfois dévient, c'est nous qui avons peut-être une certaine expérience des choses, qui pouvons rappeler que, ah non, attention, ici, voilà le cheminement qui nous a permis d'arriver à un tel point. Donc, on ne peut pas prendre une telle décision sans se référer à ce qui s'est passé hier. C'est à nous de rappeler ce qui s'est passé hier. C'est à nous de constituer la mémoire vivante que les archives vivantes que les hommes politiques et les jeunes consultent au quotidien. Mais maintenant, si on abandonne tout et que les jeunes sont désemparés et se disent, bon, ben, ils nous ont laissé un métier qui n'a pas été organisé, qui n'a pas été structuré, qu'est-ce que nous faisons? Ben, ils faisaient la même chose que ce que les anciens ont fait. Chacun se lève le matin et a à cœur de profiter au maximum de ce qu'il peut engranger à titre personnel. Et puis après, la profession, tout le monde s'en fiche. Allez, le temps est vraiment parti, mais on évoquera quand même notre troisième sujet, la vie de nos langues aujourd'hui. Précisément, on a des programmes pour les valoriser, on a même, je dois dire, des projets de leur insertion dans le système éducatif, mais je n'ai pas l'impression que leur survie est un avenir pour elles, pardon. Non, mais il faut déjà partir de l'histoire. Moi, je pense que nous avons tous, à un moment, constaté que les langues nationales étaient importantes dans notre construction nationale. Nous ne pouvons pas nous construire sans nous appuyer sur nos langues nationales, pour la simple raison que lorsque vous réfléchissez exprimer dans votre langue nationale, il y a toute l'histoire qui va avec, il y a toute la technologie ancienne qui va avec, il y a toute la tradition qui va avec. Il y a des choses qu'on évite de dire parce que dans votre langue maternelle, on ne les dit pas. D'accord? Et on ne peut pas traduire avec toutes les nuances ce qu'on dit dans une langue nationale en français. Moi, je considère qu'à un moment, nous avons tous pris conscience de ce qu'on ne peut pas être indépendant et continuer de s'exprimer dans une langue. Ça, on l'a toujours chanté. On n'y est jamais parvenu. Justement. La prière et les actes, les résultats. Justement. Je pense que les 60 ont un peu de volonté de remettre les langues nationales sur la selle et exception. Il y a eu des avancées significatives, parce qu'on se rappelle, en 1982, lorsqu'un certain Gratien Tonak Monkakotiti a été, paix à son âme, a été nommé ministre de l'alphabétisation et de la culture populaire, on avait connu véritablement une phase de regain de l'intérêt pour les langues nationales. Et les personnes qui n'allaient pas à l'école avaient des écoles parallèles pour aller étudier les langues locales. On avait des manuels, on avait des programmes, et à l'école même, on nous enseignait déjà les langues nationales. Donc, à un moment, on a perçu ça, parce que les révolutionnaires, évidemment, étaient dans le souverainisme, étaient dans... donc, ils considéraient que l'indépendance que nous avions était nominale, et que la vraie indépendance commence par le fait de maîtriser sa langue. À cette époque-là, déjà, c'était de choisir les langues sur les bases desquelles on peut définir les langues nationales du Bénin. Et ça a été à ce jour... Bonne cinquantaine de... Je pense que ça a été à ce jour le véritable goulot d'étranglement. À un moment, on a dit, bon, au nord, on prend le Dindi et le Bariba. Et puis au sud, on prend le Fon, principalement. Parce que c'était déjà à ce moment-là une langue très partagée par un maximum de personnes. Et il y a eu
comme vous le savez, des hommes politiques qui ont commencé par dire « Ah non, nous sommes des princes, même si nous ne sommes pas nombreux, notre langue est une langue princière, on ne peut pas la considérer comme une... » Avec les mêmes problèmes qu'on a eu par rapport à la désignation des chefs-lieux des 12 départements. Et puis Patrice Talon est arrivé un matin et a tranché la question. Je crois qu'il faut arriver aussi un matin à trancher cette question définitivement pour que nous ayons une ou deux langues nationales. En quoi est-ce qu'elle nous servirait d'avoir une ou deux langues quand on sait qu'ailleurs les gens que nous, hein, le français, l'anglais, le chinois, le mandarin, etc., qui ont beaucoup de moyens et qui sont même dans l'impérialisme culturel et que nous aimons, que nous admirons et qui ont des moyens pour nous faire adopter de gré ou de force justement leur façon de voir et leur façon de parler. Quelle est la possibilité que nous avons, les bâches de Manu, que nous avons à faire face justement et à promouvoir nos langues? Ben, vous dites qu'ils sont dans l'impérialisme culturel. Oui. Il faut que nous prenions conscience de ce qu'ils sont dans l'impérialisme culturel et que c'est pas parce que nous parlons leur langue que nous sommes cultivés, que nous sommes développés. C'est parce que, justement, on nous a colonisés que nous laissons ce qui nous appartient pour adopter ce que les autres apportent. Il faut que nous ayons, à un moment, paix à son âme, Roger Gbayonvi était un grand chantre de cette théorie, a pu convaincre Boni Yayi à un moment qu'il fallait véritablement que nos langues nationales soient enseignées. Et il a été nommé ministre de l'alphabétisation. Et puis, il s'est trouvé toutes les pesanteurs qui ont fait que jusque-là, on n'a pas pu avancer. Je pense que c'est la politique de l'État qui doit déterminer de façon très courageuse le choix de 2 ou 3 grandes langues que nous parlerions tous. Ça ne peut pas être un problème. Ça ne veut pas dire que vous ne parlerez pas votre langue d'origine. Mais nous aurons au moins un canal par lequel nous nous exprimerions tous et que nous pourrions écrire. N'est-ce pas? Si nous finissions par avoir ça, ça sera une grosse avancée. Pourquoi? Parce que nos réflexions se feront sur la base de ce que nous sommes intrinsèquement, de ce que nous vivons intrinsèquement. N'est-ce pas? Et je pense que culturellement, nous serions moins aliénés parce que naturellement, je ne peux pas parler la langue maternelle et qu'on va dire renier tout ce qui est attaché à cette langue, tout ce qui est relié culturellement et traditionnellement à cette langue. D'accord? Donc, il reviendra forcément à un moment à l'État d'avoir à prendre une décision très courageuse. C'est vrai, il y aura des remous, il y aura des... mais comme on l'a fait pour les 12 chefs-lieux de département, il faut trancher la question et avoir ensuite une politique qui fasse la promotion de ces quelques langues. Aujourd'hui, il y a un programme gouvernemental pour faire la promotion de ces langues. Mais c'est à peine que nous savons que ce programme existe, pour la simple raison que ce n'est pas véritablement, on va dire, agressif. Et ces programmes sont curieusement et paradoxalement financés encore par l'Occident. C'est ça qui est curieux, ce sont les partenaires financiers, économiques et techniques et financiers qui nous appuient encore pour que nous puissions parler dans notre langue. Si nous ne nous décidions pas à considérer ça comme un instrument de souveraineté et que nous ne prenions la mesure du défi que ça représente, nous allons clamer l'indépendance à corps et à cri, et fêter l'indépendance tous les 1er août, mais en réalité, nous n'aurions jamais franchi le seuil de l'indépendance parce que les pressions. On aura une petite difficulté. Nos langues ne saisissent pas toutes les réalités, notamment avec un monde qui bouge aussi, ça va être beaucoup de limites. Ah, vous serez surpris d'apprendre que dans nos langues, il y a des expressions parce que nous ne connaissons même pas la version approfondie de nos langues. Et courante. Nous ne savons même pas. Parce que lorsqu'on a commencé par faire certaines émissions à la télévision, après la conférence nationale justement, certaines personnes se sont dit, mais comment on va pouvoir traduire certaines choses? Parce que mais vous avez bien vu que nos langues se sont adaptées et que toutes les expressions ont pu être traduites avec beaucoup de fidélité. Donc nos langues sont riches et il nous appartient
de nous les approprier et d'aller dans les versions approfondies de nos langues pour aller sortir toutes les citations, tous les proverbes, toute la sagesse que véhiculent nos langues. Merci. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Très bon moment, compagnie de programme de Canal 3.